Vous écoutez IDFM, il est 8h. Parole de vie, une émission en partenariat avec le diocèse de Pontoise. Reportages, témoignages, actualités, spiritualité et vie diocésaine. Chers auditeurs, vous êtes sur IDFM Radio Anguin avec Karima au micro. Ce dimanche, je vous propose de suivre la rencontre interreligieuse organisée par l'association culturelle interreligieuse de Saint-Brice qui a eu lieu le 28 mars à l'issue d'une exposition sur le monothéisme. 3 représentants des religions monothéistes se sont rencontrés pour échanger avec leurs fidèles et les citoyens sur le comment vivre ensemble. Gérard Attal, responsable de l'association culturelle interreligieuse de Saint-Brice, nous invite à dépasser nos différences et trouver ensemble le chemin du commun. L'éducation des jeunes générations était au centre du débat pour favoriser la tolérance et l'amour de l'autre, et bien sûr aussi de soi-même. Très bonne émission, chers auditeurs. Eh bien, bienvenue à tout le monde. Merci d'être si nombreux avec nous. Et tout particulièrement tous les responsables, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, qui ont accepté de se joindre à nous. Merci, Monsieur Laurent, d'être là et de nous avoir aidés. Cette manifestation qui dure depuis 15 jours, nous le devons beaucoup à l'aide que nous apporte la municipalité. Merci également à François Pupponi, à Dominique Da Silva d'être là, parce que la question que l'on va traiter est une question qui nous concerne tous, et sans vouloir en rajouter, je dirais que c'est quasiment une cause nationale. Alors pourquoi cette soirée ? Eh bien d'abord parce que en France et dans le monde également, on vit dans une atmosphère malsaine et une situation qui devient de plus en plus dangereuse. Quand on voit des monuments ou des tombes taguées de croix gammées, des églises vandalisées, un prêtre assassiné pendant l'office, des musulmans en prière massacrés en Nouvelle-Zélande, eh bien alors on peut dire qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et moi qui ai un peu circulé dans les communautés juives, les communautés chrétiennes, les communautés musulmanes, je sens dans l'ensemble des communautés qui sont sur la défensive, qui se referment, et quand on parle de vivre ensemble, excusez-moi, c'est une expression aujourd'hui totalement galvaudée, on vit plutôt côte à côte, où on vit face à face, mais on ne vit pas ensemble. On constate que des métastases mortifères se propagent, alimentées de fake news, de rumeurs qui circulent à la vitesse d'Internet. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, c'était les Roms qui kidnappaient des enfants, et on a vu ce que ça donne. Devant tout cela, notre association, la CISB, a mis en place des actions citoyennes, parce qu'on a dit à un moment donné, c'est en tant que citoyen qu'on doit réagir, et au moins pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'il faut montrer qu'on existe, et montrer qu'au total, on est plus nombreux que ceux qui hurlent en se cachant derrière des pseudos sur Internet. Et deuxième chose, parce qu'il s'agit de mobiliser les esprits, mobiliser les consciences. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les responsables communautaires, les responsables de communautés associatives, les responsables politiques, pour nous aider, parce qu'on est tous dans cette situation extrêmement difficile, voire dangereuse si elle continue à déraper, et on a absolument besoin de mobiliser les esprits. Le dénominateur commun que j'ai trouvé et qui a permis l'adhésion de tout le monde, il y a ici des gens représentant des communautés musulmanes, des gens représentant des communautés juives, des communautés chrétiennes. La mienne, c'est par là.
Nous avons ici deux personnes de la mosquée de Sarcelles qui nous rejoignent. Donc, je disais, le dénominateur commun sur lequel tout le monde a été d'accord, et toutes les personnes que j'ai vues, je les ai rencontrées, on s'est parlé face à face, et on a dit ça marche ou ça ne marche pas. Ça a été les deux points, c'est quoi? C'est de dire, on doit construire ensemble la France du XXIe siècle. Et la France du XXIe siècle, aujourd'hui, c'est plus tout à fait celle du début du XXe siècle. Aujourd'hui, il y a des communautés que j'appelle des communautés verticales, communautés juives, communautés musulmanes, communautés chrétiennes. Toutes ces communautés obéissent à des rites différents, à des pratiques différentes, à un enseignement de valeurs qui sont les leurs, chaque communauté de son côté. Toutes ces communautés ont une histoire différente, des sensibilités, voire des comportements civilisationnels différents. Mais il y a quelque chose qui est au-dessus de ces communautés verticales et qui les transcende, c'est la communauté nationale à laquelle nous appartenons tous. Et donc, si à partir de là, on constate dans cette France en mutation et qu'il y a des problèmes, eh bien, on en discute, franchement, on les met sur la table, on essaye de porter un bon diagnostic et d'avoir finalement, voir ensemble les actions à mettre en œuvre. Et ces actions, elles ne peuvent pas dépendre que de l'association que je représente, on est trop petits, et c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide de tout le maillage associatif, communautaire et politique. Le deuxième point sur lequel on s'est également mis d'accord, ça a été de dire on n'importe pas en France le problème israélo-palestinien. Parce que ce problème, c'est un problème passionnel, c'est un problème complexe, et de toute façon, ce n'est pas nous qui le résoudrons. Ça se passe à 3500 km. Ceux qui interviennent, c'est multiples et variés. Il n'y a pas que les Palestiniens, les Israéliens, il y a l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Amérique. C'est trop compliqué. Donc, ce n'est pas notre problème. La pire des choses qu'on peut faire, c'est de l'importer ici. Et donc, tout le monde doit faire attention à ceux qui peuvent essayer de l'instrumentaliser pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le problème lui-même. Alors, cette soirée, quel est son but? Le titre, c'est de préparer l'avenir, justement. Et pour préparer l'avenir, il faut avoir le courage de mettre sur la table les difficultés rencontrées. C'est d'être capable de discuter, d'être à l'écoute et d'admettre que si on pense qu'on a raison, il peut y avoir une part de vérité chez l'autre. Ça, c'est la première chose. Le débat est important et nous, la rangée de ceux qui sont là sont des groupes de travail avec qui on a passé des heures et des heures à aborder les problèmes sur lesquels il faut que petit à petit les esprits convergent. Ça s'appelle place de l'identité versus la citoyenneté. Ça s'appelle la loi de 1905. C'est quoi? Et quelle place elle donne à toutes les communautés religieuses, etc. J'ai donc fait appel pour ça à 3 intervenants qui sont des hommes de terrain et qui ont tous accumulé une grande expérience. Tout d'abord, Michel Serfati, vous êtes à ma droite, donc vous êtes à la droite du père, c'est par vous que je commence. Michel Serfati, qui est rabbin de Rissorangis, qui est également président des Amitiés judéo-musulmanes en France, et qui a parcouru pendant 12 ans toute la France dans sa camionnette, qui est d'ailleurs là à l'extérieur, vous pourrez voir. Il connaît parfaitement tous les quartiers sensibles de France. Ça peut être en Seine-Saint-Denis, ça peut être à Montreuil, ça peut être le Mirail à Toulouse, et vous pourrez en parler, et qui m'a demandé à cette occasion d'être présenté au travers de 3 mots: citoyen,
sans étiquette, engagé. L'imam Mohamed Azizi est aujourd'hui aumônier national pour tout le secteur de la santé en France. Il est également membre du collège fondateur de l'Amphi des religions à Sciences Po. Et enfin, il a également parcouru pendant 12 ans dans la camionnette de l'AJMF. Alors, à ma droite et à ma gauche, j'ajoute un petit complément. J'ai deux personnes qui ont un point commun, elles sont d'origine marocaine. Un Marachi ici et un Oujidi à ma gauche. Enfin, je ne vais pas présenter Monseigneur Lalanne, l'évêque du Val d'Oise. Nul mieux que lui ne peut nous parler de l'état d'esprit et de la situation des communautés chrétiennes. Écoutez, désolé, mais on ne peut pas résumer 18 ans de terrain. Je dirais pour 18 minutes. Une minute par année. Bien. Je vais tenter de me focaliser sur ce qui nous préoccupe aujourd'hui et de me projeter vers l'avenir. Aujourd'hui, au centre de nos préoccupations, ne soyez pas surpris, ne bondissez pas. Vous êtes bien accroché à vos chaises, parce que moi je l'observe, je l'entends, je la vis et je l'accompagne. Entendez bien, la haine du juif. La haine du juif, c'est ce que j'entends, je vois, que je manipule. Et à partir de là, avec ceux qui expriment ouvertement la haine du juif, que faire? Je ne suis pas avocat, je ne suis pas sur le terrain pour poser plainte. Ma stratégie a toujours été tendre la main. Quand celui qui exprime la haine de la manière la plus sombre, la plus noire du juif, je rigole. Et quand il a fini de vider son sac, je lui dis, ça y est, t'as fini, t'as plus rien dans ton sac. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu as dans ta poche? Qu'est-ce que tu as vendu aujourd'hui? Pourquoi tu es sur le trottoir? Pourquoi tu ne vas pas travailler? Pourquoi tu n'entres pas dans la maison de quartier à côté? Et tes parents? Et tes frères et sœurs? Bref, tout un ensemble d'approches, je dirais, modestement humaines. Je ne ferai pas d'analyse philosophique de ce phénomène, je ne suis pas philosophe, je suis un modeste linguiste. Et je me suis lancé dans ce que j'appelle une galère. Elle est complexe, avec de nombreuses voiles. Le vent souffle dans telle direction, je suis le vent. Le vent souffle dans le sens inverse, eh bien je fais marche arrière. Aujourd'hui, la haine du juif s'est manifestée. Et on l'entend de l'extrême droite, qui pendant au moins 70 ans est restée silencieuse, latente, de l'extrême gauche, qui manifestait sa haine du juif à travers l'antisionisme et la haine d'Israël, puis de l'islam radical, qui s'est exprimé et qui parle ouvertement, et avec lequel nous vivons. Je dis bien, nous vivons. Donc, il faut en quelque sorte trouver des équilibres. J'avoue que je ne me suis pas intéressé aux deux extrêmes depuis que j'ai lancé l'amitié judéo-musulmane de France. Je me suis intéressé à bâtir une relation avec mes concitoyens musulmans. Donc,
pour bâtir une amitié, il fallait connaître l'islam dans toutes ses couleurs, dans toutes ses mouvances, dans toutes ses tendances. Puis déterminer le meilleur terrain où je peux être utile. Alors, à partir de là, j'ai convaincu autour de moi qu'il ne fallait pas perdre de temps dans les beaux quartiers. Il fallait d'abord se concentrer, se focaliser sur ce qu'on appelle, ce que la France a appelé d'abord les zones urbaines sensibles, les US. Ensuite, les gouvernements qui se sont succédés ont abandonné cette terminologie pour adopter l'expression quartier populaire. Puis ils ont abandonné les quartiers populaires. Maintenant, ils les appellent d'un terme encore plus mystique et tout à fait incompréhensible pour la majeure partie de nos concitoyens. Et vous allez rigoler. Les QPV. Ça veut dire quoi, les QPV? Il faut décrypter. Les QPV, ce sont les quartiers politiques de la ville. Là encore, tout le monde s'attend, ça veut dire quoi? Le quartier politique de la ville. Il faut vraiment interpeller les auteurs de cette terminologie pour comprendre ce qu'ils ont voulu dire et à notre tour de vous expliquer. QPV, ou quartier politique de la ville, ça veut dire des quartiers dont une partie d'un ministère, notamment le ministère de la politique de la ville, doit particulièrement leur consacrer une attention particulière. Bien. Donc, nous ne travaillons depuis bientôt 10 ans que dans les quartiers populaires de la ville. Mais si vous me demandez à moi, de manière crue, comment je les désigne, j'ai toujours rigolé avec la plupart des politiciens, des hommes politiques que j'ai croisés, en leur disant c'est merveilleux quand vous adorez les euphémismes, mais vous ne pourrez jamais nier que ces quartiers, que l'on peut appeler des foyers, moi je m'autorise à les appeler les brasiers de France et de Navarre. Vous entrez dans ces quartiers, c'est là où il y a le plus grand nombre de voitures qui flambent. C'est là où rapidement l'effervescence. C'est là où vous voyez les enfants qui sifflent. Ils sifflent quoi? Ils avertissent leurs copains que la police entre et le dealer voisin ira se réfugier. Ce sont les quartiers les plus défavorisés de France. Ce sont les quartiers où il y a le chômage le plus élevé. Ce sont les quartiers où il y a l'échec scolaire le plus fort, plus patent. C'est là où tous ceux qui sortent de ces quartiers sont les plus discriminés de France. Quand il y a la discrimination, quand il y a le retard scolaire, quand il y a l'échec dans l'ascension de l'ascension sociale, eh bien la porte est ouverte pour le banditisme, pour les drogues, pour la délinquance, etc. Alors, sommes-nous fous pour dire que c'est là-bas qu'il faut travailler? Ou sommes-nous tout simplement des humains qui croyons en l'homme? L'être humain de ces quartiers est au centre de nos préoccupations, parce que c'est lui et en son sein que viennent les auteurs à plus de 90% des agressions commises contre les juifs. Ce sont tous déjà des quartiers sensibles. Et quand vous discutez avec eux, vous sortez indemne. Je dis, nous sommes entrés dans tous ces quartiers sensibles et nous n'avons jamais eu le moindre incident. Le ministère de l'Intérieur a publié chaque année le nombre d'actes antisémites commis à travers la France, sans dire ceux qui n'ont pas été déclarés. Parfois, bon, pour aller vite, 800, 1000, 1500. L'an dernier, 574. C'est une évidence.
Alors il y a là un paradoxe, un contraste. L'État dit, et les institutions juives, l'antisémitisme doit devenir une cause nationale, et nous, modestement, nous disons oui, mais la preuve, nous entrons et nous arrivons à travailler dans ces quartiers. Alors, préparer l'avenir, c'est d'abord dire autour de nous, ces populations manquent d'amour. Que faut-il entendre par « il manque d'amour » ? Je vais vous raconter une de nos anecdotes. Nous avons vécu des dizaines et des dizaines d'anecdotes lors du Tour de France. Le premier Tour de France. Nous nous trouvions à Nice, dans un des quartiers les plus noirs, qui d'ailleurs, depuis 2005 à ce jour, n'a pas changé d'un iota. C'est le quartier de l'Ariane. Ariane. Qui dit Ariane? On se trouvait dans une maison de quartier, l'unique maison de quartier, Django Reinhardt. Vendredi après-midi, autant de personnes présentes, mais toutes les femmes. 90% des musulmans. Certaines foulardées, d'autres sans foulard, certaines avec des décolletés, d'autres avec des tenues pudiques, certaines avec des enfants, des bébés, et d'autres avec des poussettes. Et puis on a passé 1h30, peut-être même plus, délicieuse. Comment s'en séparer? Je n'avais pas envie de m'en séparer parce que c'était merveilleux. Mais je devais rentrer sur ces rabbins de communauté, il fallait arriver avant Shabbat à Ris-en-Gis. Et je leur dis comme ça, crûment, que puis-je vous dire avant de me séparer de vous? Je n'ai pas envie de vous quitter. Silence. Et un petit grain de folie me traverse la tête. Et je m'adresse à elle en disant, je vous en prie, vous les mamans, quand vous tenez votre bébé dans les bras, dans votre sein, quand vous lui donnez ce que vous avez de meilleur en vous, votre sein, votre lait, dites-lui à ce moment-là, tu aimeras le juif, tu aimeras le noir, tu aimeras le jaune, tu aimeras le blanc, tu aimeras... Vous voyez, ça commence déjà. Elles ont toutes éclaté. Et moi je répétais, je vous en prie, vous les mamans, élevez votre enfant dans l'amour de l'autre. Et ça se tête. L'amour de l'autre, on peut le têter. L'enfant entend. De même que la maman qui porte son enfant peut lui réciter des poèmes ou lui faire entendre de la musique et commencer son initiation déjà dans son ventre, de la même manière, dès que l'enfant est, on lui donne le sein. Vous les mamans, vous êtes les meilleurs vecteurs, aussi bien de l'amour que de la haine. Et je suis parti. Je suis revenu chaque année dans cette maison. Deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, cinquième tour, sixième tour, les enfants naissaient, les mamans vieillissaient. Le huitième tour, j'allais m'asseoir à la table de conférence, on vient m'appeler, s'il vous plaît, quelqu'un vous demande. Ah, oui, oui. Je descends et je me retrouve devant une dame et un garçonnet. Et la dame me dit, monsieur le rabbin, bénissez mon garçon. Je pose ma main sur la tête du garçon comme à la synagogue et je le bénis à la manière des juifs. Et elle se tourne vers moi, elle me dit, ce garçon était dans mon sein il y a 8 ans lorsque vous nous avez dit au sein, récitez-lui, dites-lui, tu aimeras le juif, tu aimeras le noir, tu aimeras le blanc, je l'ai élevé dans l'amour de vous et des autres. Je failli lui sauter au cou pour l'embrasser. Oh là là, c'était tellement émouvant. Je l'ai félicité et je suis content. Autrement dit, il y a une réflexion à mener, mais à quel niveau? Et je m'arrêterai
Je vois que mon temps de parole arrive à son terme. La semaine dernière, à la suite de l'attentat commis à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, une association de musulmans de la région d'Evry m'a appelé pour me demander de participer à une manifestation. Je suis allé pour faire acte de présence. Il y avait les élus, le préfet, d'autres personnalités, etc. Et chacun a pris la parole à son tour. Et surprise, l'organisateur me demande de prendre la parole. Je n'allais pas de nouveau exprimer ma compassion et dénoncer l'horreur qui a été commise. Mais là encore, un petit grain de folie. Et je me suis adressé aux mamans. Et je leur ai dit, la clé est entre vos mains, vous les mamans. Et je leur ai raconté cette histoire. Elles ont éclaté de rire, puis elles sont devenues sérieuses. Et devant le sérieux des mamans, je me suis tourné vers le préfet en disant, monsieur le préfet, je vais lancer un appel au ministre de l'Éducation nationale. Je répète ce message. Je l'ai tweeté. Monsieur le ministre, il est temps de mobiliser vos meilleurs psychopédagogues de l'Institut national de pédagogie pour qu'ils élaborent des outils appropriés à la petite enfance, c'est-à-dire des élèves du CP, du CE1, du primaire, des outils qui leur apprennent à aimer l'autre, sans provoquer chez l'enfant un conflit entre lui et ses parents. Il faut gérer cette question de manière équilibrée, mais faire en sorte que petit à petit, par des méthodes appropriées, l'enfant découvre l'amour de l'autre. Et j'ajoute, l'amour n'est pas seulement du ressort des religions. L'amour de l'autre fait partie des valeurs de la République. Il faut que ce mot qui, à ce jour, laisse dubitatif sur tous les frontispices des mairies, fraternité. C'est quoi la fraternité? Eh bien, je prétends que la fraternité englobe l'enseignement de l'amour de l'autre. Merci à vous et merci à monsieur le ministre. En réfléchissant quelques instants à la question que vous avez posée, je me suis dit, nous sommes pour préparer l'avenir devant plusieurs défis. Le premier défi, oui, je veux bien aussi. Le premier défi, c'est le défi que j'appelle le défi du dialogue. Premier maître mot, le dialogue. Je trouve, par mon expérience personnelle, j'ai peut-être pas 18 ans de terrain, mais j'en ai quand même pas mal d'années localement, que
On crève de solitude, on crève de ne pas se parler sur des questions essentielles, et il manque de lieu de dialogue où chacun est accepté tel qu'il est et non pas tel que je souhaiterais qu'il soit. Donc je crois que le premier maître mot, c'est le dialogue. Ça peut se passer au plan associatif, au plan confessionnel, au plan des écoles, je vais y revenir, mais c'est le dialogue. Tu commenceras par le respect et par l'écoute inconditionnelle de l'autre, même si... Le deuxième défi que je perçois, je l'ai dit dans beaucoup de rencontres, c'est le défi éducatif. Et le défi éducatif. Je crois que pour préparer l'avenir, c'est les jeunes qui vont habiter le monde dans lequel nous, comme éducateurs, comme parents, comme grands-parents, comme rabbins, comme imams, comme prêtres, nous n'avons pas encore habité ce monde de demain. Tellement il change à toute vitesse. Le monde d'aujourd'hui n'est pas le même monde que celui que j'ai vécu quand j'étais moi-même enfant. Merci. Et donc, je crois que la priorité, c'est l'éducation des jeunes. Et je trouve que dans notre pays, souvent, nous ne faisons pas confiance aux jeunes. Ils sont pleins de potentialités. Je reçois environ 1500 lettres de jeunes lycéens dans notre diocèse du Val-d'Oise qui demandent, qu'on appelle chez les catholiques, le sacrement de la confirmation. C'est une lettre dans laquelle ils se confient personnellement à l'évêque, même s'ils ne connaissent pas bien, et ils disent leur désir, leur soif, et je suis admiratif de leur générosité, de leur désir de vivre, et souvent ils sont dans des situations familiales extrêmement difficiles, fragmentées, blessées, vous savez vous-même. Nous avons tout ça dans nos familles. Et bien, au cœur de ces situations difficiles, ils ont une soif de vivre, ils ont une soif de se donner, ils ont une soif de donner un sens à leur vie. Voilà. Et je trouve que nous, adultes, nous, éducateurs, je ne suis pas sûr que nous entendions bien ces paroles de jeunes. C'est eux qui vont construire l'avenir. Nous avec eux, bien sûr, mais c'est eux qui vont construire l'avenir. Un avenir que nous ne connaissons pas encore. Je trouve toujours que mes grands-parents ont pu transmettre à mes parents leur expérience de vie, parce que mes parents allaient vivre, quand ils étaient jeunes, allaient vivre, ils ont décédé, allaient vivre à epsilon près que celui de leurs parents. Les parents n'ont pas vécu dans le monde dans lequel vont vivre leurs enfants. Et donc nous sommes devant une question de transmission, une crise de transmission qui est majeure. Je ne suis pas défaitiste, je crois qu'on a des atouts, mais cette crise de transmission, le défi de transmission de manière de vivre, de repères éthiques, moraux, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, cette question-là, et je me rends compte que quand on fait confiance à des jeunes, c'est-à-dire quand on leur donne à leur mesure, bien sûr, qu'on les accompagne pour qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne soient pas dans l'échec, eh bien, ils peuvent faire des choses merveilleuses. Et je crois que c'est une des meilleures manières de préparer l'avenir. Dans les établissements catholiques, l'enseignement n'est pas catholique, c'est des établissements qui sont catholiques. L'enseignement, et même pour ceux dans le public ou dans l'enseignement des établissements catholiques, je suis émerveillé que dans un certain nombre d'écoles, en même temps l'identité catholique est bien marquée, et en même temps le deuxième sens de catholique c'est ouvert à tous, est aussi marqué. Je vois dans des écoles tout proches d'ici, à Villiers-le-Bel et d'autres écoles, elles sont multi-religieuses, elles sont catholiques, mais elles accueillent des enfants et des jeunes de toutes religions et de toutes origines. Et ça, c'est magnifique, ça. C'est pas facile tous les jours, mais c'est magnifique. Nous avons un département extraordinaire, on a 140 nationalités différentes, dans les sommes, ça peut être à peu près définitif,
140 nationalités, des religions différentes, beaucoup qui n'en ont pas, mais je trouve que là, le défi est magnifique. Et souvent, si on prépare l'avenir, qu'on se dit que les différences sont des affaiblissements, on est foutu. Comment percevoir les différences comme des richesses? Ça veut dire donc que je dois connaître ce qui compte pour l'autre, ses valeurs, les choses auxquelles il tient, ses difficultés. Et ma conviction, comme nous sommes entre responsables aussi, responsables religieux, juifs, musulmans et catholiques, chrétiens, je crois que la connaissance de l'autre, de son histoire, mais pas seulement de son histoire, de ce qui fait sa foi aujourd'hui, sa pratique, du sens des rites, je pense que c'est essentiel pour construire un vivre ensemble digne de ce nom. Je veux dire par là que souvent l'incompréhension et même la violence viennent de la non-connaissance de l'autre et de ce qui le fait vivre. Et donc j'articule dialogue et éducation. Nous avions eu un débat sur Rabbin sur l'enseignement du fait religieux. On n'était pas tout à fait d'accord, je me souviens. Et peu importe, on était d'accord sur le fait que c'était important que chacun puisse d'abord connaître sa propre religion, peut-être que chacun a des efforts à faire, peut-être chez nous, mais aussi de s'intéresser à ce qui fait les valeurs et la richesse de l'autre. Ça, à mon avis, ça permet de construire l'avenir. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes devant des défis de société énormes. On a beaucoup évoqué récemment, et ça reviendra, les questions bioéthiques, les questions de justice sociale, les questions d'écologie. Nous sommes devant des défis qui ne sont pas seulement des défis confessionnels, qui sont des défis humains, anthropologiques. Et nous avons à y réfléchir ensemble. On peut avoir des perceptions différentes, il peut y avoir du débat. Moi, j'aime bien le débat, mais à condition que dans ce débat, l'autre soit respecté avec ce qu'il est, avec ce qu'il porte. Je pense que ce type de débat est extrêmement important. Je me souviens, M. Pouponi a dû s'absenter un instant, mais je me souviens quand il y a eu la tentative d'incendie de la grande synagogue de Saint-Stéphane. J'étais au. Je ne sais pas où on est allé là-dessus. Je lui dirai pas. J'ai été étonné, frappé par ce qui se circulait sur les réseaux sociaux, justement sur les juifs. Il y avait des clichés qui sont inacceptables. Et alors, on est dans ces réseaux virtuels qui, à mon avis, ont l'intérêt aussi de leur grand danger aujourd'hui. Et se raconter, se balader, une espèce de tout d'un coup, ça prend de l'ampleur. Et c'est complètement faux, c'est complètement réducteur, ça ne respecte pas l'autre. Je pense que pour construire l'avenir, il va falloir faire ce travail éducatif essentiel. J'ai dû dépasser mon temps. Je termine par à propos du dialogue. Le dialogue, il y a deux dangers. À mon avis, il y a peut-être d'autres, mais il y a deux dangers. Quand on est dans une société incertaine, qu'on n'est pas sûr de soi, dans une société qui est fragile, c'est moins qu'on puisse dire aujourd'hui, eh bien, le risque, c'est le risque de la forteresse assiégée. L'autre appelleront communautarisme, j'ai la forteresse assiégée. On a tellement peur de l'autre, on a tellement peur d'autres influences, qu'on va se replier sur soi. Forteresse assiégée. C'est très dangereux, parce qu'on ne peut pas construire des liens sociaux, des liens fraternels, des liens d'amour avec les autres. Et l'autre danger, ça serait ce que j'appelle l'alignement sur la mentalité actuelle. Voilà. On va s'aligner pour penser comme tout le monde, pour que ça ne fasse pas de vague. Alors comment en même temps construire des identités que des jeunes et des adultes puissent dire je, c'est je avec dans un nous, et le US, mais comment je peux
éduquer une parole personnalisée, où le jeune va pouvoir dire je, et donc une éducation à la liberté. La liberté, c'est pas faire n'importe quoi, c'est pouvoir assumer sa vie, la relation avec les autres. Comment construire cette liberté sans que, eh bien, on s'aligne sur la vulgate culturelle générale. Voilà. Forteresse assiégée et perte de son identité. Voilà les deux dangers. Alors, je sais que c'est un challenge. Il y en a beaucoup parmi nous qui sont parents, qui sont grands-parents. Je sais qu'il y en a qui sont enseignants. Il y en a qui sont responsables de la jeunesse dans leur conseil municipal. Je sais que c'est difficile. Et il me semble que cette tension est une tension qui peut être productive et positive. J'aimerais si tu m'avais aimé, car tu m'as aimé, le premier, car tu m'as aimé, le premier. Cherche la paix en ton lieu, cherche la paix en ton lieu. On saurait chercher la paix qu'en soi-même, jusqu'à ce qu'on l'y ait trouvé. C'est lorsque l'homme a trouvé cette paix qu'il peut entreprendre à la chercher dans le monde. La violence n'en répond qu'à la violence. L'amour peut aussi répondre à l'amour, l'écoute à l'écoute, pour faire ou pour arriver à la Bérite Haïm, l'alliance. D'ailleurs, Maïmonide, dans son témoignage, dans le Mishneh de Torah, témoigne que le christianisme et l'islam ne font que frayer la voie pour un monde meilleur, afin que tous servent Dieu d'un commun accord. La relation entre l'islam, le judaïsme et le christianisme est le plus souvent présenté comme étant caractérisé par la violence et la haine. Et nombreux sont ceux qui disent qu'une interaction pacifique est impossible. Mais c'est le contraire de ce que la GMF a conçu et a comporté depuis sa création en 2004. En 2004, j'étais encore élève imam à l'Institut Al-Ghazali de la Grande Mosquée de Paris. Et c'est là où je fais connaissance avec monsieur l'imam. Parce qu'il était mon professeur du fondement anthropologique du discours du judaïsme, donc à l'Institut Al-Ghazali. Après, suite aux événements tragiques de 2004, c'était la deuxième intifada, il n'y avait point de doute que la
JNF devait faire réfléchir quiconque, et c'est les paroles de M. Serfati, quiconque croiserait l'opus de l'amitié judéo-musulmane, porteur d'un message de paix, habillé de couleurs de la diversité. Juifs et musulmans se ressemblent plus qu'ils ne semblent. Juifs et musulmans, on préfère le mouton à la voiture bélier. J'ai rêvé de Dieu, elle était noire. Troisième personne du féminin. J'ai rêvé de Dieu, elle était noire. Sans tarder, à bord de notre bus, on allait chaque jour à la rencontre des jeunes dans les zones urbaines sensibles, dans les UGC, les MPT, des sit-ins devant les lycées, des interventions au sein des maisons d'arrêt partout en France. Donc on a sillonné la France. Notre principale préoccupation était que la tolérance doit et devra régner. La tolérance. D'ailleurs, Voltaire nous enseigne sur la tolérance. Il y a de cela 250 ans. Voltaire nous enseigne les mécanismes qui font de l'homme une bête. Donc il nous enseigne surtout de raisonner devant le sacré. Il nous enseigne de raisonner devant le sacré. Donc c'est pourquoi on avait cette idée d'aller vers les jeunes, de leur parler de la tolérance, du vivre ensemble, du respect de l'autre. Moi, juif, je respecte le judaïsme et je présente correctement le musulman. Moi, juif, je respecte le musulman, je respecte le judaïsme et je présente correctement le musulman. Moi, musulman, je respecte le judaïsme et je présente correctement le juif. C'était notre discours face au mené d'obscurantisme et face aux thèses fantasmagoriques qui animées par la haine et le rejet du juif. Notre éducation était que, donc, enseigner à ces jeunes d'accepter ou à accepter les diversités de l'autre dans sa façon d'être. Donc c'était notre pédagogie quotidienne à bord du bus de l'amitié judéo-musulmane. Face à tout ce qui se passe actuellement en France, donc un appel aux dirigeants de la chose publique, aux tenants de la politique et aux acteurs associatifs de multiplier les efforts pour aller à la rencontre de ces jeunes fragilisés malheureusement par des problèmes sociaux difficiles qui un jour vont leur faire perdre les valeurs républicaines et les nourrir des sentiments de haine et de rejet de l'autre. Voilà donc tout ce que je peux vous dire. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت
رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفاذي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد أشرقت نفسي بنور من Écoutez, on a eu trois décryptages, trois ressentis. Celui de Michel Serfati, de Monseigneur Malan et de l'imam Azizi. On s'aperçoit qu'on a affaire à un problème immense, avec une partie d'action qui peut être menée effectivement du bas vers le haut, essentiellement local, mais c'est par là que ça commence, et une partie d'action qui ne peut venir que du haut vers le bas. Et là, je vais me permettre de passer la parole à Monsieur Da Silva, qui est un des députés à l'Assemblée nationale et en charge de la circonscription de Saint-Brice, une partie de Sarcelles, etc., pour nous dire comment vous avez reçu tout ce qui a été émis et si vous avez quelques idées à nous soumettre. Et puis je demanderai ensuite à M. Laurent, qui a une vision plus, on va dire, plus locale, etc., s'il a des choses à nous proposer. En dernier point, toute la rangée de personnes qui sont ici, là, sur notre gauche, la première rangée, sont des gens qui ont travaillé, qui auront certainement des questions à poser, et s'ils ne les posent pas, comme ils m'en ont parlé, c'est moi qui les poserai. En attendant, à vous. Merci à vous, à vous toutes, à vous tous. Merci, monsieur le rabbin, monsieur l'imam, Seigneur. Merci à vous, Gérard Attal. Voilà, j'ai pas cette expertise, j'ai pas cette expérience terrain. Moi, j'ai été élevé dans l'amour, voilà. Et donc, pour moi, c'est tout à fait naturel de recevoir l'autre et de le comprendre. Maintenant, en tant que politique, on a un problème à résoudre. Alors, je vais peut-être me tourner plutôt vers ça. Un vrai problème à résoudre parce que, évidemment, tout le monde n'a pas reçu cet amour, cette compréhension de l'autre, en tout cas le respect, même si on ne comprend pas toujours. Et ça, c'est un défi qui est très difficile pour un politique, parce que là, c'est quelque chose qui ressort de chacun. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les religions étaient là pour aussi apporter cette pierre à l'édifice. Et face à ce repli, bon, certainement la société telle qu'elle est, qui nous amène à nous replier davantage. Donc il y a du repli communautaire, du repli national, du repli de toutes sortes. Et donc, comment retisser ce lien et comment faire en sorte de trouver donc, des solutions, je dirais, concrètes, pratiques, pour résoudre ces problèmes-là. Le diagnostic, il est posé, mais les solutions, on ne les a pas. Voilà. Les solutions, on ne les a pas, donc on réagit à l'émotion, aux événements quand ils se présentent, et derrière, il ne se passe pas grand-chose, il faut bien l'admettre, pour
résolue. Moi, à mon niveau, c'est vrai que ma réflexion, elle porte plus sur le terrain, voilà, sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et qu'est-ce que le politique doit mettre en place pour que sur le terrain, c'est possible, devienne possible. Et donc, ma réflexion, elle est plutôt aujourd'hui de penser que si on a des rencontres comme ça, et si on a de la part de chacun de nous cette volonté de bâtir et d'avoir ces connexions entre nous pour trouver ces solutions, je pense que le politique peut accompagner ça. Voilà. Il peut accompagner ça, mais il ne pourra pas, d'en haut, trouver la solution qui conviendra, je dirais, à tout à chacun. Et ça, c'est la grosse difficulté. Donc, comment permettre au terrain d'initier ces expériences, ces expérimentations, qui ensuite, si elles apportent le résultat escompté, devront peut-être faire l'objet d'une réponse législative, d'une réponse politique. Mais tant qu'on n'a pas concrètement ces solutions, eh ben, on est dans le chacun pour soi, enfin, en tout cas communauté contre communauté, avec ses convictions, l'idée que l'autre n'ira pas vers nous, il n'y a pas cet échange, cette vision optimiste. Et ce qui traverse aujourd'hui la société tout entière, et pas que sur le fait religieux, il y a énormément de doutes qui traversent nos sociétés à tout point de vue. La situation actuelle de notre pays nous le prouve, et on a donc ces réactions totalement extrêmes. Et pour y faire face, ce ne sera pas forcément par une réponse répressive qu'on y arrivera. Donc il faudra de toute manière trouver ces solutions au plus près du terrain. Je dirais ma proposition pour y venir, ça serait de permettre en tout cas cette expérimentation. Je suis député de la circonscription qui compte comme ville, et c'est dommage mon collègue François Pécoli n'est plus là avec René Taillem, mais il y aurait certainement une expérimentation à faire sur le territoire de Sarcelles, qui est un vrai laboratoire, et de pouvoir ensemble se dire, voilà, qu'est-ce qui doit être fait sur le plan éducatif, qu'est-ce qui doit être fait sur le plan de la sécurité, etc., à cette échelle-là, à une échelle très très locale, et peut-être par rapport à cette expérimentation, ensuite, pourquoi pas légiférer, ou en tout cas trouver des ressources pour pouvoir l'appliquer. Voilà ce que j'avais à dire, mais on pourra y revenir dans la soirée. Merci. Il y a une proposition de principe que moi je peux vous faire. Nous avons réussi à établir des relations de confiance, en particulier avec la mosquée d'Hermont, et la mosquée de Sarcelles également, avec qui on a, et qui a été présente, qui était là. On peut, de notre côté, Action citoyenne, s'est posé le problème, en discuter entre nous, en disant qu'est-ce qu'on peut demander, et après on verra comment on fait remonter tout ça jusqu'à vous, quand il s'agira de choses qui ne peuvent venir que de votre niveau. Voilà, c'était une réponse de principe. Chers auditeurs, vous venez de suivre la rencontre interreligieuse qui a eu lieu le 28 mars à l'issue d'une très belle exposition sur le monothéisme pour favoriser la tolérance et la connaissance de l'autre. Gérard Attal, responsable de cette association, a su ouvrir un débat sensible mais néanmoins nécessaire. Il nous donne à réfléchir sur notre rôle de citoyen pour construire ensemble la France de demain. Vous étiez avec Karima au micro et je tiens à remercier Adriane pour le montage de cette émission. Très bon dimanche, nous sommes à l'approche de Pâques et on espère vous voir très nombreux dans nos églises. Parole de vie, une émission en partenariat avec le diocèse de Pontoise. Reportages, témoignages, actualités, spiritualité et vie diocésaine.